Bonjour, ceci est la quatrième partie des vidéos consacrées au droit du travail en Bulgarie. Aujourd'hui, nous allons voir les mesures disciplinaires dans le cadre de la relation employeur-salarié. Nous allons aussi voir les délais de prescription pour tout ce qui concerne les sanctions en droit du travail, le pouvoir patronal et nous allons aussi voir la responsabilité matérielle de l'employé. Et en toute dernière partie, nous verrons la responsabilité financière de l'employeur. Juste avant de commencer sur cela, j'avais dans une autre vidéo parlé du travail dissimulé et j'avais oublié de préciser 2-3 petits éléments, mais je vais faire ça en 1 minute. Donc, si vous voulez, en Bulgarie, il existe une inspection du travail comme en France et celle-ci donc s'appelle l'inspection générale du travail, la GLI. En cas de travail dissimulé, s'il y a une relation de travail sans pour autant qu'il n'y ait eu un contrat de travail, eh bien, l'inspection pourra déclarer la relation de travail et l'employeur, d'où l'intérêt de rédiger les contrats de travail, pourra s'exposer à des amendes pouvant aller de 100 leva jusqu'à 20 000 leva. Donc, c'était important de le rajouter. Et après, il peut y avoir des amendes supplémentaires qui peuvent être calculées en fonction du montant des contributions de l'assurance sociale. Mais voilà, c'était ça que je voulais rajouter avant qu'on parle du coup des mesures disciplinaires. Bon, c'est quoi l'idée de cette vidéo et de cette partie? Si vous voulez, l'employeur, dans sa relation avec son employé, il va avoir un pouvoir de sanctionner le salarié en cas de manquement à ses obligations contractuelles ou dans des cas très précis. Maintenant, dans le cadre du pouvoir patronal, qui permet de donner des ordres, de sanctionner et de contrôler l'exécution du travail, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, il faut que en fait, la personne qui va sanctionner la faute du salarié ait l'autorité pour le faire. C'est pour ça que j'aimerais commencer à traiter cette question en parlant de la délégation de pouvoir. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est ça? C'est lorsque l'employeur va déléguer une partie de ses pouvoirs et va déléguer sa responsabilité pénale à un cadre du management ou à une autre personne dans l'entreprise qui est suffisamment qui est placée au bon niveau dans l'entreprise pour pouvoir assumer cette responsabilité. Donc la délégation de pouvoir n'existe pas seulement en droit du travail, bien sûr. Il faut que la délégation elle soit précise, complète, sans ambiguïté. Et elle relève un caractère permanent, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas déléguer les pouvoirs un coup à une personne comme ça, un coup à une autre. En principe, le délégataire, c'est-à-dire celui qui reçoit le pouvoir de l'employeur, doit en fait avoir cette délégation de façon permanente, mis à part quelques exceptions. Mais voilà, c'est ça l'idée. Donc en fait, pourquoi je parle de ça? En matière de santé, sécurité et en matière de responsabilité pénale, en fait, si vous avez le statut de cadre, si vous n'êtes pas un simple employé dans l'entreprise, vous pourriez être amené en Bulgarie à avoir certains pouvoirs qui seront délégués par l'employeur. En l'occurrence, il faut faire attention parce que cette délégation, en fonction des pouvoirs qu'elle vous octroie, peut vous amener à avoir une responsabilité pénale. Donc ça va être tout ce qui est, par exemple dans le BTP, sur les chantiers, la surveillance des salariés, des ouvriers. Donc si vous ne pouvez pas être, si vous êtes employeur et que vous ne pouvez pas être sur place tout le temps, il est normal que vous déléguiez votre pouvoir de surveillance en fait sur quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre. Et cette personne aura la responsabilité pénale en cas d'accident. Donc vous pouvez faire très attention aux délégations de pouvoir et si vous voulez,
ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'employeur ne pourra jamais se dédouaner de toute responsabilité, même si vous êtes un délégataire, et que, par exemple, un délégataire qui a accompli ses obligations contractuelles, mais pourtant il y a eu quand même un accident ou un problème, mais qu'en fait ce problème résultait d'une mauvaise gestion de l'employeur. Donc je ne sais pas, par exemple, l'employeur n'a pas racheté du matériel qui s'est dégradé avec les années, par exemple les casques des ouvriers sur le chantier, et les ouvriers ont un accident, eh bien l'employeur ne pourra pas se dédouaner, même s'il y a une délégation de pouvoir entre lui et le manager ou le gérant du chantier. Mais voilà, ça c'était important. Et donc, une délégation de pouvoir peut avoir lieu dans le cadre du management, c'est-à-dire que les employeurs peuvent déléguer la possibilité de gérer du personnel à des cadres exécutants ou à des RH, tout ça. Donc ça veut dire que si vous êtes vous-même dans cette situation, vous avez ce statut-là, eh bien, il faut faire attention lorsque vous allez appliquer des mesures disciplinaires. Si vous êtes salarié, il est intéressant de savoir dans quel cas on peut vous imposer une mesure disciplinaire. Et on va voir du coup qu'est-ce que c'est que tout ça. Donc, l'article 192 du Code du travail bulgare précise à ce sujet que seul celui qui a l'autorité disciplinaire peut imposer une sanction. Donc bien sûr, vous n'avez pas à recevoir de sanctions disciplinaires de la part d'une personne qui est dans l'entreprise mais qui n'a pas un pouvoir, qui n'a pas l'autorité sur vous. C'est important de le dire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une mesure disciplinaire? Ça va être toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement fautif d'un salarié, d'une personne dans l'entreprise. En principe, ça veut dire que un employeur qui vous reproche des choses, mais oralement, dans l'entreprise, qui peut même vous critiquer tous les jours s'il veut, cela ne constitue pas une mesure disciplinaire ou une sanction, et celle-ci n'est pas enregistrée et ne constitue pas ce qu'on appelle un avertissement, hein. Simplement des paroles. Bon. En principe, une mesure qui est disciplinaire doit être non discriminatoire et proportionnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur ne peut pas vous imposer ne peut pas mettre en marche la machine disciplinaire, si on veut, si vous n'avez rien fait, si vous n'avez pas commis de faute. En Bulgarie, on dit des infractions. Bon, ce n'est pas commis d'infraction et il ne peut pas vous licencier, il ne peut pas vous avertir, il ne peut pas vous menacer d'un licenciement si, s'il considère des raisons qui ne sont pas prévues par le Code du travail. Donc, il ne peut pas vous dire que parce que vous êtes un étranger qui travaille en Bulgarie, il ne peut pas en fait vous imposer une sanction pour tout ce qui est discriminatoire. Donc, en raison de votre religion, de votre race, de votre sexe, etc. Bon, c'est important de le souligner quand même. Par contre, si vous avez commis une faute en tant que salarié et que cette faute a été commise conjointement avec quelqu'un d'autre, si vous êtes deux personnes à avoir commis une faute, l'employeur, ça ce n'est pas de la discrimination, a quand même un pouvoir d'individualisation de la sanction. Donc il pourra en fait choisir deux sanctions différentes pour vous et pour l'autre salarié fautif. Avant d'engager une procédure disciplinaire, l'employeur est tenu de déterminer les faits et de recueillir et évaluer les preuves de la faute présumée. C'est l'article 193 du Code du travail. Bon, ça c'est très important. C'est-à-dire que avant d'engager la procédure dont on va parler, l'employeur doit quand même avoir suffisamment de preuves pour avoir constaté l'infraction.
il ne peut pas engager une procédure disciplinaire sur des visions, sur des dires de je ne sais qui. Il faut que ce soit assez solide. L'employeur est également obligé de consulter l'employé et de lui donner l'occasion de commenter les accusations. Ça veut dire que là, il va y avoir la notion de confrontation et de convocation. L'employeur va devoir convoquer le salarié avant de lui imposer une sanction. Il ne doit pas forcément considérer qu'il va appliquer la sanction. L'échange qu'il va y avoir entre l'employeur et l'employé a pour but d'éviter la sanction. Donc, s'il s'avère que l'employeur avait, dès le début, en fait, prévu de vous sanctionner alors qu'il n'y a pas eu d'entretien, eh bien, c'est lui qui est en tort, en fait, du point de vue du droit. Donc, quand l'employé était informé qu'il allait être convoqué pour une sanction possible disciplinaire, eh bien, dans cette phase-là, il a le droit de saisir le tribunal compétent. En l'occurrence, pour ce type d'affaires, ce sera le tribunal de district. Et le tribunal va devoir vérifier si certains critères sont bien appliqués, en fait, pour savoir si la sanction qui sera prononcée sera valide ou pas. Donc, qu'est-ce que doit faire l'employeur avant de décider d'une sanction? Il doit sanctionner de manière proportionnée, en considérant certains critères qui sont premièrement la gravité de l'infraction, de la faute, les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, c'est-à-dire par exemple l'heure, le lieu et la tâche en question qui a concerné la faute. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'emploi du temps du salarié et de sa charge de travail, par exemple. Si vous avez travaillé 8 heures, si vous avez travaillé toute la journée et qu'à la fin de la journée, vous êtes fatigué, vous oubliez, vous faites une faute, vous oubliez de faire quelque chose, ça n'aura pas le même impact que si vous commencez la journée et que vous êtes censé être en pleine possession de tous vos moyens. Ou si l'emploi du temps de l'entreprise a été particulièrement chargé pendant plusieurs semaines et que vous commettez des négligences professionnelles, eh bien, cela sera difficilement sanctionnable. En tout cas, sera moins sanctionnable que s'il n'y avait pas eu ce contexte-là. Une faute égale une sanction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sanctionné 2 fois pour la même faute en Bulgarie. Les sanctions sont donc imposées aux travailleurs lorsqu'ils ont enfreint les règles de l'entreprise ou la discipline du travail. Il y a différents types de sanctions en Bulgarie. Il y a tout premièrement donc la plus faible, qui est la réprimande. Nous avons ensuite l'avertissement. Cet avertissement dit en fait, attention, si tu continues dans ce sens-là, nous te licencierons. C'est ça que ça veut dire. Et enfin, la sanction la plus grave, la plus élevée, constitue le licenciement, bien sûr. Et ce dernier, nous allons voir qu'il ne peut être appliqué que dans des circonstances exceptionnelles et il va falloir suivre une liste de critères qui sont dictés dans le Code du travail. Quant aux notifications des sanctions et aux modalités d'exécution des sanctions, il faut que les sanctions soient écrites. C'est-à-dire que l'employeur va devoir vous écrire aux salariés en disant nous nous sommes entretenus. Il va attendre par exemple 48 heures pour avoir laissé un temps de réflexion à sa décision. Nous nous sommes entretenus et j'ai évalué les circonstances de la faute que tu as commise et je te licencie, par exemple. Bon.
dans cet écrit qu'il va rédiger, c'est obligatoire. S'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de validité quant à la mesure disciplinaire. Dans cet écrit, il faut qu'il y ait les motifs de l'imposition des mesures disciplinaires, il faut la signature de l'employeur, et il faut aussi qu'il fasse référence de manière explicite à l'article du Code du travail qui constitue le fondement en fait, de sa décision. C'est-à-dire qu'il va vous mettre article, donc article 188 par exemple, alinéa machin, non-exécution des ordres légitimes de l'employeur. Voilà, par exemple. Cet écrit, il doit être remis soit en main propre au salarié. Donc dans l'entreprise, eh bien, l'employeur aura écrit un document en vous disant vous êtes sanctionné pour telle raison, ta 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 ta. Il vous donne le document, vous le prenez, on signe et c'est bon, la procédure est respectée. Ou sinon, eh bien, si vous faites par exemple du télétravail, ce qui va arriver, c'est que l'employeur vous enverra une lettre recommandée avec avis de réception, avec accusé de réception, pardon. Une fois que vous signez l'accusé de réception, eh bien, l'ordre entre en vigueur. La mesure débute. Concernant la prescription, les sanctions doivent être imposées au plus tard 2 mois après la découverte de l'infraction et au plus tard 1 mois après sa commission. Donc ça, c'est très important. Cela veut dire qu'il y a un délai de prescription sur les fautes. Si vous avez commis une faute, par exemple, je ne sais pas, vous avez volé dans l'entreprise du matériel, eh bien, si s'est écoulé 1 an et 2 mois et que l'employeur découvre l'infraction seulement à cette date-là, eh bien, de toute façon, il y a une purge, donc vous ne pourrez pas être sanctionné pour ce fait-là. Et j'avais oublié de dire, mais lorsque, en fait, l'employeur va entendre le travailleur ou l'employé, il va récolter ses explications orales ou écrites et il va devoir prendre en compte ce que l'employé a dit et évaluer en fait les preuves qui sont spécifiées par celui-ci. Maintenant, nous allons voir le motif des sanctions disciplinaires. La responsabilité disciplinaire en Bulgarie est basée sur la violation du comportement professionnel ou le non-respect des obligations découlant de la relation de travail. Je vais vous lire l'article 187 du Code de travail qui liste les différents cas de figure pour lesquels une sanction pourrait être donnée aux salariés. Je vais vous lire les différents cas de figure pour lesquels une sanction pourrait être prononcée à l'égard du salarié. Premièrement, retard à l'arrivée anticipée du travail, absence au travail, travail inefficace pendant les heures de travail. En résumé, vous êtes nul. Donc si vous êtes nul, une sanction pourra vous être prescrite. Donc la sanction d'une réprimande qui n'a pas d'impact réel en fait, ou un avertissement préalable au licenciement. Donc c'est important de le savoir. Ne soyez pas nul. En sachant que là, je parle des sanctions qui sont la réprimande, l'avertissement, mais je ne parle pas du licenciement parce que le licenciement est un cas à part, nous le verrons plus tard. Ensuite, présence au travail dans un état inapproprié pour accomplir ses tâches. Donc ça, en fait, on peut imaginer que vous venez en maillot de bain, par exemple. Donc il y a une liberté vestimentaire, mais toutefois, si vous venez dans un état inapproprié, par exemple si vous venez en ayant bu 3 litres de bière, eh bien je pense pas que ce soit... En tout cas, c'est un motif de sanction. Bon. Ensuite, le non-exécution du travail, le non-respect des règles techniques ou technologiques. Assez simple à comprendre, pas de commentaires. La fabrication de produits de qualité inférieure, donc tous ceux qui sont dans la production,
En résumé, si il y a un certain standard dans la production de produits et que vous produisez à un niveau inférieur à celui de vos camarades, de vos collègues, une sanction pourra être prononcée sous ce motif. Ensuite, le non-respect des règles de sécurité et de santé, la non-exécution des ordres légitimes de l'employeur, donc ça c'est ce qu'on appelle l'insubordination. Vous devez suivre ce que vous dit l'employeur tant que les ordres qu'il vous donne ne sont pas illégaux. Ensuite, abus de confiance et atteinte à la réputation de l'entreprise ou divulgation d'informations confidentielles. Pas de commentaires, mais en principe, comme il y a une obligation de loyauté envers votre employeur, vous ne devez pas le dénigrer et vous ne devez pas, par exemple, poster sur les réseaux sociaux parce que cela constituerait un trouble objectif caractérisé, le fait de critiquer votre employeur publiquement alors que vous êtes en contrat avec lui. Si vous démissionnez, en principe, c'est différent. Dommage à la propriété de l'employeur, gaspillage des ressources, des matières premières, d'énergie ou d'autres moyens. Assez basique. Ensuite, non-respect des autres obligations professionnelles prévues par les lois, les règlements, par les règlements intérieurs du travail. Donc ça, normalement c'est dans les entreprises de plus de 50 salariés, on rédige un règlement intérieur. Cela va rajouter des règles qui ne sont pas inscrites dans le code du travail, mais en fait, tous les salariés et les travailleurs de l'entreprise vont devoir, d'ailleurs normalement vous allez signer le règlement intérieur, vont devoir se plier aux règles du règlement intérieur. Et non-respect bien sûr du contrat collectif, des accords collectifs ou du contrat de travail, tout simplement. Donc je récapitule vite fait la procédure en cas de sanction. Qu'est-ce que l'employeur doit faire? Et s'il ne respecte pas la procédure, il y a un vice de procédure et en principe la sanction pourrait ne pas avoir lieu donc. Et en cas de licenciement notamment, la procédure est très importante parce qu'une procédure non respectée peut entraîner un licenciement irrégulier. Bon, donc évidemment, en premier, l'employeur identifie la violation de la discipline du travail, va identifier la faute. L'employeur, il va convoquer l'employé, l'entendre, accepter une déclaration écrite de sa part, rassembler, évaluer des preuves. L'employé va s'exprimer sur la question. Ensuite, l'employeur, il va réfléchir au type de sanction disciplinaire et il va prendre en compte la gravité, le sérieux de l'infraction, les circonstances et le comportement antérieur de l'employé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été irréprochable, un salarié irréprochable pendant des années, qui fait une faute au bout de 20 ans de carrière, on ne peut pas le licencier ou le traiter comme quelqu'un qui vient d'entrer dans l'entreprise. Parce que il faut quand même respecter une certaine cohérence. Bon. Maintenant, parlons du licenciement. Alors, je dédierai une autre partie uniquement au licenciement parce que c'est fondamental et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et ça peut coûter beaucoup d'argent ou rapporter beaucoup un licenciement, même en Bulgarie. Donc, je ferai une vidéo sur les ruptures du contrat de travail en Bulgarie. Maintenant, quelles sont les conditions de rupture du contrat de travail, du licenciement par l'employeur? Le code nous liste de nombreuses raisons qui peuvent faire que vous finiriez licencié. Et l'employeur ne peut licencier que pour ces raisons précises. Premièrement, retard départ anticipé à 3 reprises pendant une durée d'1 mois. Ça veut dire que si on prend le mois de février, si vous êtes arrivé en retard de plus d'1 heure, c'est important, de plus d'1 heure 3 fois dans le mois, ou que vous êtes arrivé en retard par exemple une fois de plus d'1 heure le matin, que vous êtes parti 2 fois à 16 heures
alors que vous finissez à 17 heures, eh bien, c'est un motif de licenciement, parfaitement valable. Ensuite, il y a l'absence du salarié non justifié, bien sûr, parce que si vous êtes en arrêt maladie ou que vous avez, je ne sais pas, le décès d'un proche, l'employeur a l'obligation de vous octroyer le droit de ne pas venir au travail pour des raisons comme celle-ci. Mais si pendant plus de 2 jours consécutifs, sans raison, vous ne venez pas travailler, eh bien, dans ce cas-là, c'est un motif de licenciement. Ensuite, manquement à la discipline générale du travail de façon régulière. Donc là, c'est tout simplement que vous êtes un salarié indiscipliné et que vous ne travaillez pas correctement. En fait, vous faites du sale boulot, vous êtes insubordonné, vous ne suivez aucune règle. Bon, on a compris. Ensuite, l'abus de confiance. On ne manipule pas l'employeur pour obtenir X ou Y chose. Bon. La divulgation d'informations confidentielles est un motif de rupture également. J'avais dit que pour l'avertissement et pour la réprimande, eh bien c'était un motif également valable. Mais c'est là aussi pour le licenciement. La question, c'est de savoir quel est le degré en fait quel est le degré de gravité de la faute. C'est-à-dire si vous avez divulgué peut-être une information confidentielle qui n'était pas capitale pour la survie de l'entreprise, peut-être que le licenciement c'est un peu trop. Mais par contre, si vous avez divulgué plusieurs informations confidentielles, bon, bah là, vous êtes foutu. Ensuite, alors ça c'est assez rigolo en Bulgarie, mais si vous pratiquez les jeux de hasard, le gambling au travail, en utilisant les outils de l'entreprise, eh bien c'est un motif de licenciement. Alors, je pense qu'en Bulgarie, il doit y avoir pas mal de Bulgares qui doivent faire ça, parce que c'est assez quand même cocasse d'inscrire cela dans le code du travail. Et donc, s'il y a préjudice financier pour l'employeur, le salarié sera responsable en totalité du préjudice pour la réparation du préjudice subi. Et le code du travail précise tout autre manquement grave. Ça veut dire là que en fait, l'employeur est libre de considérer qu'un manquement grave à une obligation découlant du contrat de travail soit un motif en fait de licenciement. J'en avais parlé très brièvement, mais concernant les délais de prescription, comme ça c'est fait, en principe, 1 mois pour tous les litiges qui concernent la responsabilité financière limitée d'un travailleur ou d'un employé, bien sûr. Pour l'annulation d'une sanction disciplinaire de réprimande, donc pas de licenciement, et dans d'autres cas que je n'aborde pas ici. 2 mois, c'est pour les litiges qui concernent l'annulation d'une sanction disciplinaire d'avertissement de licenciement ou, de licenciement ou les litiges qui concernent le changement de lieu et de la nature du travail. 3 ans, tous les autres litiges en droit du travail. Donc vous voyez quand même que la prescription, les délais de prescription sont raisonnables et semblent en tout cas cohérents par rapport aux différents cas de figure. Sachant que ces délais de prescription courent à partir du jour, par exemple pour une sanction disciplinaire, à partir du jour où l'ordre a été notifié au travailleur. Donc, soit au moment de la remise en main propre de l'ordre, soit au moment de la signature de l'accusé de réception de la sanction, par exemple. Et pour les autres actions en justice, ce sera à partir du jour où le droit en question est devenu exigible ou exécutoire. Maintenant, parlons des responsabilités matérielles et de responsabilités financières. L'employé a une responsabilité matérielle envers l'employeur. C'est-à-dire que l'employé est responsable financièrement s'il a causé intentionnellement des dommages matériels à l'employeur
tout en remplissant ses obligations de travail. La responsabilité matérielle, elle peut être de deux formes. Soit elle est pleine, soit elle est limitée. Donc je vais expliquer cela. La responsabilité, elle sera pleine lorsque le dommage a été intentionnellement causé par une action ou une omission spécifique de l'employé. Il n'y a pas de responsabilité si le préjudice résulte d'un risque normal de fabrication d'activité. Ça veut dire que si vous travaillez par exemple, je ne sais pas moi, dans un magasin et que vous déplacez des caisses de produits et qu'on sait que par an, donc l'entreprise enregistre qu'il y a 250 cartons je sais pas, de peu importe, de produits ménagers qui sont perdus parce qu'il y a des dégâts, et c'est comme ça, c'est statistique. Si c'est vous qui faites tomber les cartons ou que vous cassez tout ça, bon, c'est un accident, ce n'est pas un accident, mais c'est un risque professionnel. C'est-à-dire vous portez 10 000 cartons à l'année, c'est normal qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui tombe. Vous n'êtes pas responsable matériellement de ce type de dommage, mais la responsabilité est pleine si vous avez intentionnellement commis le dommage, bien sûr. Et aussi, il faut dire que vous n'êtes pas responsable si l'entreprise subit une perte de profit. Donc si les chiffres de l'entreprise vont au plus mal, si les chiffres de l'entreprise ne sont plus ce qu'ils étaient ou qu'il y a une perte de croissance, vous n'êtes pas responsable financièrement de cela, parce que c'est l'employeur, c'est celui qui dirige l'entreprise qui est responsable du chiffre en fait. Ça, c'est important à dire. L'employé, il est responsable des dommages qu'il cause de manière fautive en accomplissant ses obligations professionnelles. C'est une violation de, en fait, son obligation de protéger les biens de l'employeur contre les dommages. Donc, concernant l'étendue de la responsabilité, j'avais dit pleine et entière ou, limitée. Pourquoi elle serait pleine et entière? Donc, vous serez, en tant qu'employé, pleinement responsable du dommage causé si, en fait, vous avez causé, le dommage intentionnellement. Le dommage, vous l'avez provoqué parce que vous avez commis une infraction pénale. Vous avez commis le dommage dans le cadre d'une action professionnelle, donc une tâche liée à l'emploi, ou s'il y a des dommages d'origine inconnue et qu'on arrive en fait à prouver un lien de causalité entre vous et ce dommage-là. Si le dommage qui a été causé était causé par deux employés ou plusieurs, il y a la responsabilité conjointe solidaire. Les personnes responsables doivent réparer le préjudice ensemble. Et ensuite, la responsabilité limitée, elle est dans quel cas? Elle est dans un seul cas, c'est si l'employé a causé un dommage par simple négligence. C'est-à-dire que vraiment, vous avez été dans la lune lors de votre travail. Il n'y a pas l'idée d'intention de nuire en fait, ni d'intention tout court. Donc c'est simplement une erreur professionnelle qui est à distinguer du risque normal en fait de production dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, sur l'étendue de la responsabilité, déjà, elle ne peut excéder le montant de rémunération de l'employé, c'est-à-dire qu'on prend la rémunération mensuelle de l'employé, elle ne pourra pas dépasser cette rémunération-là. Pour, en tout cas, les employés ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans des postes de direction, ceux qui ne sont pas des cadres dans l'entreprise. Par contre, pour les cadres qu'on dit exécutifs, ceux-ci peuvent avoir à réparer le dommage à hauteur du montant des dommages causés, mais par contre, il y a une règle, c'est que ça ne peut pas dépasser 3 fois le montant de leur rémunération. Et pour les employés qui sont des comptables, donc tous ceux qui gèrent les chiffres de l'entreprise,
eux n'ont pas de responsabilité limitée. Donc ils doivent réparer l'intégralité du préjudice. Dans le cadre de la responsabilité limitée, l'employeur il doit émettre un ordre expliquant en fait la raison et l'étendue de la responsabilité. Cet ordre il va être émis dans un délai d'1 mois après la découverte du dommage. On est toujours sur l'idée de la prescription qui est d'1 mois, mais pas plus tard qu'1 an après l'infraction, comme je l'ai expliqué précédemment. Et pour les cadres exécutifs et les comptables, eh bien, les délais sont de 3 mois et 5 ans. Donc, il y a une prescription qui est beaucoup plus grande. Si l'employé refuse sa responsabilité, conteste en tout cas sa responsabilité matérielle, eh bien, c'est à l'employeur, au demandeur, de saisir le juge. Car, eh bien, il ne pourra pas de lui-même venir, par exemple, couper le salaire du salarié, donc suspendre ses obligations contractuelles, en vertu du fait que le salarié eh bien, refuserait, ne serait pas d'accord sur sa responsabilité concernant le dommage. Enfin, dernier point de cette vidéo qui concerne la responsabilité financière de l'employeur. On va aller vite sur ce point parce que c'est pas le plus intéressant, mais l'employeur, il va être financièrement responsable des dommages qui ont conduit à l'incapacité temporaire ou permanente du travail ou à la mort d'un employé. Bon, ça sert pas à grand chose de le savoir, mais sachant que les dommages peuvent être causés par un autre employé ou par un organe de direction. L'employeur il est responsable si l'accident de travail il est survenu en raison d'un cas de force majeure, ou eh bien si cela concerne ses obligations personnelles. La responsabilité de l'employeur peut être exclue si l'employé a causé les dommages intentionnellement. Donc, en principe, en fait, l'employeur est responsable, mais comme nous l'avons vu, c'est l'employé qui va devoir supporter la responsabilité matérielle si, en fait, c'est lui qui est à l'origine du dommage, soit par simple négligence, soit par intention de commettre la faute. Et dernier point, c'est que si l'employeur a versé une indemnité, il a le droit au remboursement contre un employé qui est fautif dans le cadre de la responsabilité matérielle. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à liker, partager, etc. Et nous nous retrouverons bientôt pour la suite du droit du travail en Bulgarie.